Bonjour à tous, je vous propose de prendre place pour la dernière plénière de la journée. Bravo aux plus motivés qui sont là, je vois qu'on est quand même assez nombreux, preuve que le sujet intéresse. L'objectif de cette table ronde, c'est bien sûr de parler de la négociation des PPA et puis plus globalement de où est-ce qu'on en est sur les PPA en 2025, mais aussi de vous présenter le lancement du closier. Donc, cette version est déjà en ligne sur le site de France Renouvelable, mais on en a aussi imprimé une petite centaine que vous retrouverez dans le carton posé sur scène. Donc, n'hésitez pas à vous servir, puisque ça sera un document que vous pourrez utiliser et qui vous sera aussi utile dans le cadre des échanges de cette table ronde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Rachel Ruamps, je suis permanente au sein de France Renouvelable depuis presque 5 ans maintenant et j'anime la commission économie, les questions de fiscalité et le groupe de travail PPA en compagnie de Dominique Darne, que je ne présente plus, mais qui est donc administrateur de France Renouvelable et accessoirement président d'INTI. Je suis bien sûr accompagnée de Anne Lapierre du cabinet Bracewell, qui nous a fait l'honneur d'être très moteur sur cette proposition, qui nous avait déjà accompagnés dans le cadre du premier document que France Renouvelable a mis en ligne pour la communauté de présentation vraiment d'un modèle de PPA. Également donc de Nicolas Mortegout, qui est donc assureur chez AXA Assurance, et de Youssef de la société Boralex, qui a été vraiment notre représentant et notre pilote producteur et qui a eu l'occasion de signer de nombreux PPA. Donc merci à tous les quatre d'être présents aujourd'hui. Je vois qu'on a déjà un petit fan club. C'est ça. Donc, Dominique. Oui, juste pour repasser un peu dans le cadre historique, on a travaillé en 2017, 2018, 2019 au moment du changement de système de vente sur le marché avec un premier contrat qui était un contrat d'agrégation. Et dans la foulée, on avait travaillé sur un contrat complètement rédigé de corporate PPA qui a eu son usage à un moment donné pour déjà éduquer et réunir autour de la table producteurs, agrégateurs, consommateurs. On avait Aéroport de Paris, premier grand consommateur qui était venu autour de la table. Et le conseil d'administration, après son élection, a décidé de créer un groupe de travail corporate PPA comme un instrument qui devrait nous préparer à un monde plus compliqué avec les mécanismes de soutien, leur éventuelle remise en cause ou à plat ou réduction, et donc de s'équiper d'un outil. Donc on a entamé ce travail-là il y a 1 an à peu près, avec une quarantaine de personnes qui ont participé, un groupe plus restreint qui a permis de travailler. Donc l'équipe d'Anne nous a beaucoup aidé, un certain nombre de producteurs, quelques consommateurs, Equinix, France Data Center. Donc on a essayé de réunir des acteurs, aussi des agrégateurs, des banquiers. Et on a le bonheur d'avoir Nicolas avec nous ce soir pour certains aspects que les assureurs peuvent nous aider à résoudre. Et donc on s'est concentré sur 7 clauses qui sont reprises dans le closier aujourd'hui, dont on va parcourir de façon agile, on va dire, un peu les thématiques. Mais dans un premier temps, ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est que l'outil Corporate PPA est un outil qui démarre lentement, qui a, on va dire, 20 à 25 PPA qui sont signés dans une année, plus ou moins laborieux. Et je pense que Youssef, tu nous en diras davantage sur les souffrances pour mettre en œuvre et ensuite réaliser et faire fonctionner, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Aujourd'hui, on signe 120, 130, 140 gigawattheures par trimestre, derrière moi ou devant moi, avec des volumétries qui sont relativement faibles. On peut se demander pourquoi, avec de si petites volumétries, il y a une telle attention de la part des services de l'État, notamment les enquêtes de la Creuse sur les prix, avant qu'on représente une masse importante et que ça devienne un souci de concurrence. On peut peut-être attendre un tout petit peu.
il y a une proposition, mais Rachel s'est porté fort qu'elle fera sauter cette proposition d'une pénalité qui est proposée d'être mise pour des projets qui basculeraient d'un contrat à des brownfields jeunes qui ont 1, 2, 3 ans de fonctionnement, mais qui basculent en corporate PPA. L'État se propose de mettre une pénalité de au moins 10 000 euros par mégawatt. On n'en a pas besoin. Laissez-nous travailler, laissez-nous faire monter cet outil de façon cohérente. On voit que c'est un travail qui est complexe, qui réunit beaucoup d'acteurs, producteurs, consommateurs, agrégateurs, fournisseurs et banquiers pour nous, producteurs. Donc on doit arriver à un compromis et à un équilibre. Donc, tout le travail qu'on a fait avec tous les membres du groupe de travail, c'est effectivement d'essayer d'éclairer les problématiques les plus compliquées, en tout cas celles qui posent le plus de problèmes dans la discussion et dans le partage du risque et de la rémunération. Il y a un prix, il y a des risques, et il y a des garanties qu'on doit donner. Premier sujet, peut-être Anne, pour toi, c'est les conditions suspensives quand on signe du greenfield. Bon, on fera la distinction brownfield, greenfield. Mais là, en l'occurrence, le greenfield peut-être cumule plus de problèmes, plus de risques pour un acheteur, à l'avantage de présenter une additionnalité pour ceux qui ont des exigences RSE plus élevées. Mais dans le cas justement d'une signature d'un greenfield, comment on gère les conditions Oui, tu as raison. Anne pointe. Je lui ai fini de lui poser la question et je poserai une question à l'audience. Effectivement, c'est de gérer comment on gère ce moment entre la signature et la mise en service et les risques dans cette période. Dans l'intérim, on vous demande de réfléchir de votre côté et de nous dire, pour ceux qui ont pratiqué soit en acheteur, soit en vendeur, soit même en intermédiaire, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lever les blocages? C'est quoi les blocages qui sont les plus compliqués? Comment on pourrait trouver des solutions pour que l'outil PPA trouve sa place pour ceux qu'on milite à France Renouvelable? C'est un outil de couverture de risque sur le prix de l'électricité future. Donc pourquoi on n'arrive pas à en développer plus rapidement? On nous aime beaucoup en période de prix très élevés, on nous aime beaucoup moins en période de prix faible. Question, vous réfléchissez, on prendra vos propositions peut-être à la fin de la présentation. Donc Anne, sur la première question, si tu veux prendre le... Alors, je vais répondre à la première question, mais peut-être avant, je vais faire un petit tour d'horizon, un retour d'expérience sur ce qui s'est passé entre 2017, où on a commencé à travailler sur le closier type, sur le contrat type, parce que là, on avait, comme l'a indiqué Dominique, complètement rédigé. Et aujourd'hui, on vous présente donc non pas un contrat, pas une mise à jour de ce contrat, mais un closier. Pourquoi? Parce que ce qu'on a pu constater, c'est que le marché évolue très très vite. Et donc ce sur quoi on a travaillé entre 2017 et 2019 ne reflétait plus en fait la réalité du marché. Et notamment, on était parti du principe que ne rentreraient dans l'enveloppe des corporate PPA que des contrats complètement autorisés. Ce qui évidemment n'a pas été le cas, puisqu'en fait il y a un problème de volumétrie de ces corporate PPA. Et aujourd'hui, on en parlera, je pense, et on aura le plaisir d'en débattre tous ensemble. Il y a différentes structurations d'offres et de nouveaux types de PPA qui arrivent sur le marché. Donc on s'est dit que c'était sans doute pas utile de rédiger un contrat en tant que tel, mais plutôt de focaliser notre travail sur certains points clés qui bloquent en négociation. Le constat, alors l'avantage de ce contrat type qui a été fait à l'époque, je pense, est toujours pertinent en termes de liste de courses. C'est-à-dire que c'est quand même un document qui liste l'intégralité des points qui nous semblent devoir être couverts dans le cadre d'une négociation. Mais le contenu des clauses et notamment l'équilibre entre l'acheteur et le vendeur est sans doute ne reflète plus l'équilibre du marché. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un closier qu'on va donc vous présenter. Ce que je peux témoigner au regard de notre travail en tant qu'avocat, qui ont accompagné des corporate PPA sur toute la durée, c'est que, comme l'a dit Dominique, c'est sans doute assez décevant de voir le volume aujourd'hui qui sort. Donc, on pourra évidemment entendre Youssef sur la partie vendeur et son témoignage sur cette question-là. Moi, ce que je vois d'abord, c'est que c'est assez compliqué et que
on s'aperçoit que les acheteurs ne sont pas éduqués sur le marché de l'électricité et que donc on arrive pour faire une négociation face à des gens qui ont décidé d'acheter de l'énergie verte, mais qui en fait ne sont absolument pas au fait du fonctionnement du marché de l'électricité et qui achètent et sourcent leur électricité depuis des années à travers un contrat de fourniture unique, sans être les mains dans le cambouis des rouages du marché de l'élec. Donc il y a cette question-là qui fait que les négociations sont extrêmement longues, parce qu'avant de pouvoir rentrer dans une vraie négociation éclairée, en fait, on passe d'abord par une phase assez longue d'éducation qui va aller en avant, mais peut-être que dans les chemins à explorer, c'est effectivement peut-être faire de la formation, peut-être de faire aussi des choses plus uniformes entre les différents acteurs, je ne sais pas, mais il y a ce problème qui fait que le temps de négociation est extrêmement long. Et donc aujourd'hui, c'est décevant. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que la situation économique est difficile et que donc on voit une forte appétence de signature des corporate PPA quand le prix du marché de gros est sous le prix moyen d'un corporate PPA. Et puis dès que le prix du marché de gros tombe en dessous, tout d'un coup, on manque d'acheteurs, ce qui est évidemment quelque chose d'assez compliqué parce que le positionnement d'un corporate PPA, c'est 15 ans, c'est 20 ans. C'est donc vraiment une vision long terme pour se hedger et ça ne devrait pas, en fait, rentrer en compte dans l'arbitrage d'un PNL 31-12 de chaque année. Mais aujourd'hui, dans la situation financière actuelle, il y a ça qui est un énorme frein. Le dernier frein, je pense que, et ça rejoint la problématique d'éducation, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde, les acheteurs qui se sont positionnés sont des grands groupes, des grands consommateurs, des gens qui ont beaucoup de bilans, qui ont les moyens de recruter des équipes et de les former et de se positionner sur ce type de marché. Le volume ne peut venir que si on a une partie du tissu économique français beaucoup plus large qui se positionne. Donc, voilà, avant de rentrer sur le descriptif des clauses, je ne sais pas si Youssef veut témoigner de son expérience sur les dernières années et si toi tu vois une évolution. Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous n'êtes pas déçu? Bonjour à tous, merci Anne. Non, je te rejoins parfaitement ce que tu dis. Nos premiers PPA ont été signés en 2019 et depuis on a vu un changement assez fort des comportements acheteurs, des contrats, de la structure de marché. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui les blocages ne sont plus techniques, ils sont d'ordre structurel, économique et des fois culturel aussi. Structurel parce que la négociation est très compliquée. Donc on part quasiment d'un prototype à chaque fois et on a des négociations qui peuvent durer 10, 18 mois des fois. Et donc on a une phase de pédagogie en amont qui est très longue et très importante. Le deuxième critère, il est économique. Soyons lucides, le but d'un PPA à long terme, c'est justement de protéger un acheteur contre un risque prix long terme et de sécuriser ses approvisionnements. Or, dans un marché comme aujourd'hui, où on a des prix spot qui sont durablement bas, une consommation qui est en baisse, mais de l'autre côté, des coûts de développement qui ont tendance à monter, donc des LCOE qui sont hauts, le croisement entre acheteurs et vendeurs se réduit finalement. Et donc, en fait, il faut qu'on traite ce problème. Et le troisième frein de PPA qu'on voit aujourd'hui, c'est sans aucun doute l'intégration, en tout cas la difficulté d'intégration des PPA au contrat de fourniture des clients. Si on parle avec des grands groupes qui ont des desks énergie, qui ont des compétences fortes, ça va. Mais dès qu'on sort de cette catégorie d'acheteurs, prendre un PPA qui est un contrat compliqué, l'intégrer dans un contrat de fourniture qui dure 2-3 ans et l'opérer, ça devient vraiment extrêmement compliqué. Et donc je suis très content de ce closier parce que ce ne sera pas une Bible évidemment, mais c'est une brique essentielle pour simplifier les discussions, apporter un socle commun et peut-être accélérer la signature de certains PPA. Oui, bien sûr. Ouais, je peux faire un petit retour également. Donc déjà, merci Dominique pour l'invitation et pour témoigner au nom de tous les assureurs, parce que ce n'est pas que AXA aujourd'hui qui est concerné par le sujet. Moi, en 2018, Dominique Darn vient me voir en disant je signe des PPA, il faut me trouver des solutions assurantielles. Je lui fais déjà comment ça marche un PPA en éolien, parce qu'à l'époque, on n'en avait jamais vu en tant qu'assureur. Et sur le papier, c'était pas beaucoup plus compliqué qu'un contrat d'obligation d'achat, et surtout qu'on était sur du brownfield, des parcs en fin de vie, donc des obligations qui n'étaient pas du tout sur le long terme comme on peut l'avoir en greenfield aujourd'hui. Et finalement, on avait réussi à trouver des solutions assez pragmatiques et pas très compliquées d'un point de vue assurantiel.
patatras, là-dessus arrive le Covid, la guerre en Ukraine, et un beau matin de mai 2022, j'ai un de mes clients qui me dit je viens de rompre un contrat d'obligation d'achat sur 15 ans pour passer sur un PPA à 500 € le mégawattheure. Et là, je fais un rapide calcul dans ma tête. Je dis j'assure un parc qui aujourd'hui faisait 2 millions de recettes. Et là, de jour au lendemain, il est passé à 12 millions. Alors j'appelle mon patron, je dis on a un gros problème de capacité. Il va falloir dans l'urgence écrire des clauses pour nous permettre de suivre ces assurés-là et de surtout voir l'étendue de l'augmentation de cette exigence vis-à-vis des assurés et des assureurs. Et effectivement, on a dû, en l'espace d'un mois, écrire des clauses tenant compte de... On commençait déjà à parler de la rente inframarginale, de la taxation, comment gérer les compléments de rémunération d'avant 2000, enfin des nouvelles clauses de 2017 ou précédemment. Enfin, et donc, on a beaucoup turbiné sur comprendre comment on peut suivre nos assurés sans pour autant perdre notre chemise si jamais demain, on a 3 machines par terre et qu'elles sont à 5 millions de recettes chacune. Donc, je vous avoue que ça nous a pas mal occupés. Et puis le soufflet est retombé très très vite, hein, puisqu'on a vu les tarifs trimestriels qui baissaient petit à petit. Et aujourd'hui, on en vient à la situation que Youssef évoque, qui est que le prix de marché est inférieur au prix de l'obligation d'achat, du complément de rémunération et de la plupart des PPA. Et donc pour les assureurs, finalement, c'est business as usual et on est retombé de cette frénésie. Mais je vous avoue que nous, la période 2022-2023, elle a été très compliquée pour les assureurs. Et donc, il a fallu aussi qu'on se creuse les méninges pour dire, bah voilà, si demain, on a à nouveau cette frénésie suite à un événement géopolitique ou que le prix de l'électricité redevient durablement intéressant pour les PPA, comment on gérera le sujet ? Mais c'est vrai que le retour d'expérience, de notre côté, on a beaucoup sué et finalement, heureusement qu'il n'y en a pas eu beaucoup de signés parce que sinon, ça aurait pu être très compliqué pour le marché de l'assurance. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie qui va vraiment venir rentrer dans les clauses. Alors, il y en a 7 et vous le verrez puisque vous avez la version papier. Elles sont assez détaillées. L'idée, c'était d'abord de bien reposer les objets de chacune des clauses, les enjeux et d'écrire des exemples associés pour commencer à fournir des pratiques de marché. Et vraiment, le but de ce clausier, c'est d'essayer de faire de la pédagogie, d'avoir un maximum d'informations qui soient disponibles pour vous faciliter la vie. Mais une fois de plus, donc, sur les deux problématiques qu'on a soulevées, France Renouvelable travaille dessus. Donc, que ce soit sur la question de la pédagogie pour les acheteurs avec la publication de ce clausier, qui est déjà disponible sur notre site internet, et sur la question de l'intégration à la fourniture, avec un travail au plus proche de la DGEC, donc du ministère de la Transition énergétique, pour obtenir un guide de clarification de l'intégration des PPA dans les contrats de fourniture. Donc tout ça, c'est vraiment des sujets, mais une fois de plus, on sera très heureux et donc commencer à réfléchir à vos questions, à répondre à la salle sur les blocages que vous rencontrez et comment est-ce qu'on peut venir en apporteur de solutions pour, dans le cadre de ce GT qui fonctionne très bien. Donc pour revenir sur la deuxième partie, sur le focus des clauses, je vais passer la parole à Anne pour revenir sur certaines d'elles. Peut-être pas toutes, mais peut-être celles qui te semblent primordiales à traiter aujourd'hui. Merci Rachel. Donc, comme Rachel l'a indiqué, on a décidé de travailler sur des clauses. On en a choisi 7 parce que après échange entre nous, on a conclu que l'intégralité des négociations qu'on conduisait, quelles que soient les pratiques de marché ou quelle que soit la position de négociation, qu'on soit acheteur, vendeur, agrégateur, ce sont les clauses sur lesquelles on passe le plus de temps et qui méritent donc d'être un peu travaillées. Ce qu'on vous propose là, ça n'a pas à être appliqué tel quel. Un contrat, c'est toujours un équilibre. Donc peut-être que vous aurez une garantie de paiement plus faible, mais vous aurez une pénalité plus forte ou inversement. Ça, ce sont des choses qui se négocient. Mais sur le fond, voilà pour nous les 5 points fondamentaux. Et on va chacun peut-être commenter un peu les choses. Le premier, c'est la condition suspensive et les mécanismes de substitution. Je fais un point rapide. Ça a été dit par Youssef, les négociations, c'est entre 12 et 18 mois.
En face, on a un acheteur qui a un engagement pris, et en général, il l'a publié dans la presse, de consommer un certain pourcentage d'énergie verte dans sa consommation à une date donnée. Et donc, comme les projets qui viennent aujourd'hui en corporate PPA sont de plus en plus greenfield, ils ne sont pas complètement autorisés. Et donc, une fois qu'on a négocié tout ce contrat et qui s'est passé 1 an ou 1 an et demi, ensuite, on n'est pas certain en fait, que l'actif soit complètement autorisé, ce qui évidemment pose un problème de fond à l'acheteur. Donc, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations? Ce n'est pas forcément la faute du producteur si le permis n'est pas arrivé, il peut y avoir un recours. Et donc, l'important, c'est de s'assurer que dans une période de temps donnée, qui va de toute manière être plus longue que la période d'origine, le vendeur essaie de trouver une solution de remplacement à l'actif qu'il ne peut pas offrir. Donc, c'est la clause de substitution. Alors, une fois qu'on a dit ça, sur le principe, c'est assez facile. Dans les faits, c'est assez compliqué, ne serait-ce que parce que la société de projet, qui est le vendeur, en fait, qui signe le corporate PPA, elle n'a qu'un seul actif. Donc, elle-même, elle ne peut pas remplir cette obligation de substitution. C'est clairement le développeur au-dessus qui peut, dans son portefeuille, éventuellement proposer quelque chose. Sauf qu'évidemment, si c'est un développeur organisé, il a déjà commencé à négocier avec d'autres les off-take de ces autres projets. Nonobstant, ce sont quand même des clauses très importantes. Alors, au bout du bout, on se donne du temps. Si jamais il n'y a rien qui est proposé, il y a une résiliation du contrat, avec ou sans pénalité, ça dépend de la négociation. Mais en tout cas, sachez qu'évidemment, c'est un enjeu fort parce qu'en face, vous avez un acheteur qui a une deadline et donc il faut qu'à un moment, il puisse se retourner. Alors, quand c'est un peu en retard, on trouve des solutions où par exemple, le vendeur peut substituer de l'énergie verte qu'il achète sur le marché ou donner des garanties d'origine. Ça fait partie des choses qu'on négocie pour attendre. Mais au bout d'un moment, il est clair qu'il faut pouvoir sortir avec un actif ou rompre le contrat pour redonner sa liberté contractuelle à l'acheteur. Je crois que Youssef, tu as vécu la mise en cause de ces clauses. C'est peut-être intéressant d'avoir C'est peut-être la clause la plus essentielle ou la moins discutée, en tout cas, entre acheteurs et producteurs. Et peut-être je vais vous donner un éclairage très rapide sur l'évolution de cette clause. Au début, chez Boralex, quand on commençait à signer nos premiers contrats de PPA, on avait pour règle de les signer uniquement sur des actifs autorisés. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas porter le risque d'autorisation aux clients. Vient la crise, et donc on avait de plus en plus de clients qui nous demandaient des contrats, des actifs, même encore en stade de développement, pour sécuriser déjà leur approvisionnement. Et donc on a intégré 3 clauses suspensives principales chez nous, donc l'autorisation, le raccordement et le financement. Et ensuite, on est venu enrichir ces 3 clauses-là par des clauses de substitution, comme tu le dis, Anne, et c'est quelque chose qui est quelque part un deal win-win entre producteurs et clients, parce que ça permet aux producteurs d'avoir sécurisé un prix, d'avoir passé 18 mois à négocier, donc de garder son contrat pour un autre actif. Et pour le client, ça lui permet de disposer d'un actif, quand bien même celui initial n'est pas autorisé. Et donc en fait, cette clause, elle est finalement rentrée dans le standard de marché. Il y a peu de discussions sur quelles sont les conditions suspensives ou qu'est-ce qui se passe si les conditions suspensives ne sont pas levées. Et j'allais dire, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il y a des jeunes brownfield qui sortent, parce qu'on a la certitude que c'est financé, c'est construit, c'est opérationnel. Et en même temps, on peut signer un corporate PPA. Et dans ces cas-là, probablement une façon de contourner cette situation-là en disant on attend 1 an, ça tourne, et j'ai la certitude et la connaissance. Ce qui est peut-être d'ailleurs quelque chose à négocier avec les services de l'État, de se dire permettez-nous de démarrer et ensuite de pouvoir basculer sur un autre mécanisme de vente. Un autre joli sujet, Anne ? Le changement de réglementation ? Ah ouais, alors le changement de réglementation, c'est un sujet effectivement assez intéressant. Là, on est dans une situation où... Surtout sur 20 ans. C'est ça ? Où le contrat a donc été signé et l'actif est en exploitation et il y a un changement de réglementation. L'objectif du corporate PPA ne doit jamais être de trouver une résiliation rapide. Pourquoi ? Parce que ce sont des actifs qui sont financés par des banques au long cours et que si la banque identifie un risque de résiliation anticipée trop facile, il n'y a aucun financement qui peut être levé.
Donc, d'un point de vue juridique, on écarte l'imprévision. L'imprévision, c'est un article dans le Code civil qui dit que s'il y a une rupture d'équilibre économique dans le contrat à un moment qui rend l'exécution insupportable pour l'un des deux co-contractants, il peut sortir du contrat. Donc, le principe dans les corporate PPA, c'est que cet article-là est écarté et on ne gère les possibilités de résiliation que dans des cas extrêmement définis sur lesquels on se met d'accord. Notamment, dans le changement de réglementation, c'est la question du changement de la structuration du marché de l'électricité. Et ça va toujours entrer dedans. Pourquoi? Parce qu'on a des dispositions, on a des directives européennes qui sont soit adoptées, soit en cours de discussion et qui visent à profondément transformer le marché de l'électricité et qui peuvent avoir des impacts extrêmement forts sur la situation économique des participants. Là, on estime que dans ce cas très particulier, il est complètement légitime de se remettre autour de la table et d'essayer de voir comment on trouve une solution de sortie ensemble. Alors après, il y a différentes manières de le faire, parce qu'il n'est pas question de se remettre autour de la table toutes les semaines. Quand on fait du business, on prend un risque marché. Donc le prix de l'électricité, par exemple, la fluctuation du prix de l'électricité n'est jamais inclus dans ce type de clause. Hein. Ça, c'est un risque de business. La fiscalité n'est jamais incluse dans ce type de clause. Peut-être on a d'autres clauses qui traitent la fiscalité, mais le fait qu'on ait une loi fiscale tous les ans qui peut changer votre résultat net, ça ne peut pas être pris en compte dans ce type de contrat. Par contre, s'il y a un moment, il y a des dispositions qui font que vous avez une nouvelle autorisation ou que vous avez une structuration du marché avec des coûts tellement importants que la poursuite du contrat ne paraît pas possible, on se remet autour de la table, on se met d'accord sur un nouveau prix, et si ce n'est pas possible, peut-être on sort. Ce qu'on voit dans les négociations, souvent, c'est que pour éviter de se remettre trop autour de la table, on se fait un plafond, un seuil, et puis on se dit, si l'impact il est inférieur à tel montant, bah chacun, il y en a un qui mange son chapeau et on continue. Et puis, si c'est au-dessus, peut-être on partage, ou à ce moment-là, on peut peut-être discuter de la résiliation. Mais voilà, ce sont des clauses à rédiger avec une grande précision pour s'assurer qu'elles sont le plus fermées possible et le plus définies possible pour s'assurer que l'intégralité des acteurs, et en particulier les banques, ont une bonne compréhension du risque de résiliation. Et d'ailleurs, dans le clausier, vous retrouvez bien 2 exemples de clauses avec ou sans seuil pour essayer de driver et de vous donner des solutions un peu clés en main de comment gérer ce changement de réglementation. Je vois que l'heure tourne et que les clauses sont nombreuses. Donc, je vous propose qu'on passe à la 3e sur les garanties financières et contractuelles, où on a présenté les enjeux. Est-ce que Youssef Khelif, puisque je n'avais pas cité ton nom de famille tout à l'heure, est-ce que tu veux le présenter? Il vient de revenir. Vous êtes nombreux. Ouais, très bien. Non, les garanties financières, oui, clause très importante pour nous, producteurs, hein, parce qu'elle permet l'accès au financement. C'est une des clauses qui est principalement regardée par les banques. Et c'est aussi une des clauses les plus compliquées à négocier, parce que dans quasiment tous les cas, l'acheteur doit remettre au producteur une garantie financière. Alors, soit la qualité de crédit de l'acheteur ou la qualité lui permet de ne pas remettre cette garantie parce qu'il est ce qu'on appelle investment grade, soit dans la majorité des cas, le producteur ne signe pas avec une entité investment grade et donc il a besoin d'avoir une garantie financière pour couvrir son chiffre d'affaires et pour couvrir d'éventuelles pénalités de résiliation. Alors, les discussions là avec les juristes tournent souvent autour de la forme de la garantie. Qu'est-ce qui est acceptable? Donc, est-ce que c'est une garantie maison-mère? Est-ce que c'est une garantie bancaire à première demande? Sur la durée de la garantie, quelle est la durée que cette garantie doit couvrir? Et surtout sur le montant de la garantie. Alors, on commence à avoir des standards un peu émergés en France. Hein, donc, on est plutôt autour de 1 à 2 ans de chiffre d'affaires garanti financièrement, plus le plafond de pénalité. Dans d'autres pays, on peut peut-être donner un exemple dans d'autres pays, on voit des garanties financières qui sont dynamiques, c'est-à-dire qui s'adaptent durant la vie du contrat au niveau de risque. C'est-à-dire si l'acheteur est dégradé, eh ben, il y a une garantie financière qui augmente. Inversement, si l'acheteur devient plus solvable, la garantie financière diminue. C'est aussi dynamique en fonction de la durée. Si on a une garantie financière en début de contrat, sur un contrat de 20 ans, évidemment que si on arrive à 5 ans de la fin du contrat, le risque n'est plus le même pour le producteur et donc la garantie financière pourrait être amenée à diminuer.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un coût aussi pour l'acheteur de donner cette garantie parce que ça immobilise du cash ou ça coûte de l'argent. Et donc tout l'enjeu ici, c'est de trouver le bon équilibre entre garantir les revenus du producteur, financer le parc et pas trop pénaliser l'acheteur. On va enchaîner sur un deuxième sujet économique qui est celui qui est apparu récemment sur le traitement des heures de prix négatifs et des enjeux que ça constitue. C'est un sujet qui avait toujours été là et on avait pris une position assez claire de ne pas injecter, d'être un producteur respectueux de l'équilibre du réseau. Il a toujours été là, oui et non, parce que... Pas dans les mêmes proportions. Exactement. Non, mais c'est vraiment une des clauses qui illustre pour moi le changement du marché qu'on est en train de vivre depuis 5 ans. Les premiers PPA qu'on a signés en 2019-2020, on savait qu'il y avait des heures négatives, mais ça représentait quelques heures dans l'année. Et donc, en fait, c'était pas utile de traiter ce phénomène dans les contrats où on a une production sur 8000 heures dans l'année et on a 1 heure ou 2 qui vont être négatifs. Il se trouve que le marché change et qu'on a de plus en plus d'heures négatives. On est entre 400 et 500 heures négatives en France cette année. Et ça devient un vrai enjeu. Pourquoi ? Parce que pour le producteur, ne pas injecter de l'énergie en heures négatives, c'est du revenu en moins, évidemment. Et pour l'acheteur, avoir de l'énergie en heures négatives, ça fait augmenter les coûts d'agrégation et donc ça le pénalise. Pour moi, l'enjeu ici, c'est vraiment de trouver, de rendre cette clause une clause d'optimisation du contrat plutôt que de blocage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le producteur va venir valoriser la flexibilité de ses actifs. Donc il va accepter certains traitements de ses actifs contre rémunération. Pour l'acheteur, évidemment, il va avoir ses coûts d'agrégation diminués parce que le producteur n'aura pas injecté pendant ces heures. C'est un peu le schéma qu'on voit se dégager en ce moment. Donc il y a un accord entre producteur et acheteur pour que le producteur pilote ses actifs et arrête de produire pendant les heures négatives. En contrepartie, il est compensé de l'énergie manquante. Et ensuite, il y a des discussions qui sont en cours sur comment on traite les garanties d'origine. Parce que l'autre effet de bord, c'est que quand le producteur ne produit pas, l'acheteur n'a pas ses garanties d'origine pendant ces heures négatives. Et donc, il a un peu de mal à assurer le reporting vert de l'énergie. Et donc, il y a des clauses un peu hybrides qu'on voit émerger, où le producteur s'arrête, mais est compensé de l'énergie qu'il aurait dû produire, moins le prix de la garantie d'origine. C'est un peu le standard de marché qui se dessine. Il n'y a pas un début d'incitation à du stockage, à de la gestion pour se rapprocher du bandeau? Je voulais y venir en dernier point sur les leviers, en tout cas c'est sur les sujets qu'on voudrait traiter par la suite. On en parlera en troisième point de l'échange. Mais effectivement, le stockage peut être une idée intéressante. Le producteur pourrait proposer du stockage et injecter de l'énergie dans le stockage pendant les heures négatives. Ça permettrait de continuer à produire et de partager la valeur avec l'acheteur. Voire de contribuer au prix du fournisseur en livrant de l'énergie au moment où les prix sont les plus élevés pour le consommateur. Donc, on a un vrai travail là d'alignement des intérêts du producteur et du consommateur. On fait le lien avec la table ronde hybridation qu'il y avait juste avant. Si c'est pas magnifique ce programme. On va maintenant passer aux questions au point de vue de l'assureur par rapport aux événements excusables. On sait que vous êtes un acteur clé. Oui, Dominique. Peut-être on adresse en premier les événements excusables en période de construction. Tout à fait. Et on sollicitera Nicolas dans la foulée dans la partie exploitation. Parfait. Je pense que l'ordre est plus logique. En construction, on va faire vite. Les éléments excusables en matière de construction, ce sont des événements qui doivent être rédigés de manière très précise, puisqu'ils ont pour conséquence d'exonérer de pénalités de retard le producteur dans la période de construction. Et donc, il faut que, quand on est côté acheteur, s'assurer que ces éléments sont bien définis et sont les plus courts possibles. Après, je pense qu'on est dans un traitement assez classique de la construction. Vous verrez dans le closier, on a fait des propositions à cet égard. Je reviens sur mon point de financement. Il est tout à fait légitime que le producteur soit excusé quand il se passe un événement excusable. Il est légitime que ça dure le temps que ça dure en fonction de l'événement qu'il rencontre. Au bout d'un moment, il est sans doute sain de prévoir une résiliation du contrat, parce que là, on est en phase de construction, hein, donc on n'a pas encore dépensé tout le CAPEX. Il faut voir comment on se sort de cette situation, mais au bout d'un moment, l'acheteur, comme je le disais, il a besoin à une certaine date d'avoir de l'énergie verte. Et donc, si l'élément excusable de construction est amené à durer plusieurs années,
il est sans doute légitime de prévoir une condition de sortie qu'on négocie et qui soit faire pour tout le monde, même si, encore une fois, comme l'événement est excusable, ça n'est pas la faute du producteur, mais nonobstant, il y a un moment, un petit commentaire sur ces événements excusables. En fait, à partir du moment où les conditions suspensives sont levées dans un PPA, il y a un chrono qui tourne pour le producteur parce qu'il s'est engagé à mettre en service l'actif à une certaine date. Si jamais cette date est dépassée, le producteur payera des pénalités à l'acheteur. Donc c'est là le fondement de ces événements excusables. L'idée, c'est pas de signer un chèque en blanc au producteur pour lui dire tu peux dépasser la date, tu peux être en retard autant que tu veux, mais c'est vraiment de définir certains événements qui ne sont pas sous le contrôle du producteur et qui lui échappent complètement. Et dans ce cas-là, donc ça peut être, on a toujours le débat, est-ce que c'est assimilable à de la force majeure ou pas, mais exactement, ça peut y ressembler, mais dans ce cas-là, on dit que sur ces événements-là, sous réserve que le producteur documente ces événements, il est exonéré de pénalité et la date est recalée de la durée de l'événement. Alors effectivement, si l'événement dure trop longtemps à définir, il peut y avoir une possibilité de résiliation, mais c'est ce qu'on veut toujours éviter. Et il faut vraiment comprendre cette clause comme une entente préalable pour ne pas être en litige au moment où l'événement excusable arrive et définir certains événements qu'on connaît, malheureusement, qui peuvent arriver pendant la construction et qui peuvent décaler la mise en service. En bon timekeeper, je vais vous proposer de passer aux événements excusables d'exploitation et de laisser la parole à Nicolas. Sachant qu'en exploitation, il y a des événements, et Nicolas sera très clair sur ce qu'il est envisageable de couvrir et ce qu'il n'est pas envisageable de couvrir. Et on retombe sur la même problématique où il n'y a pas d'intervention d'un assureur. Tout à fait. C'est vrai que dans la liste des événements excusables, on a des choses très variées. On a la grève, on a la guerre civile, on a les émeutes. Enfin, on a tout un tas de périls sur lesquels aujourd'hui les assureurs ne vont pas forcément intervenir. Et nous, l'idée, c'est justement de se dire dans quelle mesure le prolongement de l'assurance exploitation ou construction d'ailleurs d'un actif peut se transférer sur les conséquences de la non-fourniture au titre du PPA. Et moi, je mets ça quand même beaucoup sur le même plan que finalement ce qui se passe en autoconsommation solaire. Aujourd'hui, si vous avez un industriel qui achète une centrale solaire pour sa propre autoconsommation, les assureurs sont capables de lui donner des frais supplémentaires d'autoconsommation parce que si jamais il ne peut plus consommer sa propre électricité, il va aller sourcer auprès d'EDF ou d'un autre pour son électricité et elle peut être plus ou moins chère que ce qu'il avait prévu dans son business plan d'autoconsommation. Finalement, un PPA, c'est jamais que la même chose. Vous vous engagez sur un tarif d'achat, enfin de vente d'électricité auprès d'un acheteur et d'un agrégateur. Vous ne pouvez pas fournir. L'agrégateur peut vous proposer effectivement de racheter de l'électricité en compensation. Cette électricité, à un certain nombre d'heures de la journée, elle sera moins chère et à un certain nombre d'autres, elle sera plus cher, voire beaucoup plus cher. Donc finalement, nous, c'est un gap qu'on va pouvoir éventuellement couvrir par rapport à ce surcoût d'électricité, mais en aucun cas l'assureur ne viendra couvrir des pénalités contractuelles. L'idée, c'est vraiment de dire ce sont des conséquences dommageables, peut-être aggravées par rapport à la perte de recettes. Vous avez une perte par rapport à la non-production et donc non-rémunération d'énergie, et en plus, vous allez payer quelqu'un pour acheter de l'électricité à la place de celle que vous n'allez pas pouvoir fournir. Dans tous les cas, on restera sur les mêmes événements assurables que sur une police d'assurance exploitation en construction classique, l'incendie, le bris de machine, donc sont vraiment des dommages matériels. Et nous, là-dessus, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les assureurs, ils ont payé très cher des événements systémiques à l'occasion du Covid. Pensez à nos amis restaurateurs qui peuvent remercier AXA pour quelques centaines de millions d'euros. Mais globalement, l'assureur ne sera pas là pour prendre du systémique. Si demain, on a ne serait-ce qu'un poste source RTE qui claque, sur lequel vous avez 4 parcs éoliens qui sont raccordés, l'assureur il ne pourra pas aller payer des surcoûts d'approvisionnement pour l'ensemble des parcs qui sont raccordés au réseau RTE. Et donc, on va vraiment avoir besoin de délimiter un petit peu ces événements qu'on pourra prendre au titre des PPA. Autant on prendra volontiers les recettes directes, autant tout ce qui va faire qu'on va avoir 4, 5, 6 parcs qui vont être affectés, on ne pourra pas financièrement l'assurer parce que ça générera des coûts très très importants à l'échelle d'un marché qui est déjà compliqué à équilibrer, particulièrement en solaire. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'accompagner ce mouvement des PPA
en mettant des caps, par exemple, je ne sais pas, on va dire, on va caper à 200% de la recette que vous allez avoir sur un PPA, et également un cap sur le pas, alors désormais au quart d'heure, si je ne dis pas de bêtises, sur le spot, en disant ok, on vous indemnise dans la limite peut-être d'un rachat à 200 € le mégawattheure, et on ne veut pas monter dans les excès qu'on a pu avoir il y a 2 ans à 1000 € le mégawattheure, parce qu'en plus c'est sur des micro-périodes, et donc je ne suis pas sûr que dans l'équilibre du contrat, ça soit ce qui définisse effectivement la pénalité. Mais par contre, pour les assureurs, on l'a vu avec les contrats qui avaient été signés il y a 3 ans, ça peut très vite faire monter le coût. Et surtout, derrière, il faut bien voir que ça va être l'assiette de cotisation. Donc, plus on va vouloir se garantir, plus ça va coûter cher en termes de prime d'assurance. Merci beaucoup. Il nous reste 15 minutes. Donc, je vous propose qu'on ne traite pas la clause sur les pénalités. De toute façon, vous l'avez dans le closier. Si ça fait partie des questions de la salle, on y reviendra sans aucun problème. On va prendre encore 5 minutes et ensuite on ouvrira les questions à la salle pour parler des nouveaux PPA. En fait, donc là, on a fourni un closier. On sait que c'est une base, une première base qui a été quand même longue à atteindre, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions et de négociations. Mais on peut s'interroger sur finalement quelles sont les nouvelles demandes, comment est-ce qu'on va enrichir la V2 des besoins que vous rencontrez de la part des consommateurs et de ce que vous êtes capable maintenant de fournir en tant que producteur. Youssef. On a beaucoup d'idées là-dessus. Je vais me concentrer sur 2-3 idées. Je pense que pendant longtemps, le PPA a été un contrat de protection. Donc, que ce soit de la protection pour l'acheteur, mais aussi de la protection pour le producteur. Et pendant longtemps, on a demandé à l'acheteur de prendre beaucoup de risques. Et on a un peu poussé tout ça à l'acheteur. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut avoir plus de volume, si on veut démocratiser l'outil, il faut qu'on passe vers une logique de répartition de risques un peu plus dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe de contrats de protection pure à des contrats qui se pilotent pendant 15 ans. Je dis toujours, on signe un PPA en 18 mois, mais on le pilote pendant 15 ans. Si on n'arrive pas à le piloter dans la durée, on a raté notre objectif. Exactement. Donc dans les besoins clients qu'on voit aujourd'hui et qu'on a besoin de traiter dans les nouveaux PPA, il y a le premier qui est fondamental, c'est le rapprochement de la production de l'actif de la consommation du client. Ça se fait à travers des contrats un peu plus structurés. Ça se fait en intégrant le producteur, l'acheteur et un agrégateur. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que nos acheteurs ne veulent pas gérer ce risque. Ils veulent des contrats clés en main, des contrats avec un guichet unique. Et on doit travailler, c'est notre responsabilité de travailler avec les agrégateurs pour leur proposer quelque chose de plus adapté finalement à leurs appétences de risque. Le deuxième, c'est faire en sorte que nos PPA s'adaptent aux nouveaux marchés et intégrer la flexibilité de nos actifs dans les contrats PPA aujourd'hui. Je parle de prix négatifs, je parle de mécanismes d'ajustement par exemple. Les premiers PPA qui ont été signés n'ont pas intégré ces clauses et aujourd'hui, il y a de la valeur à aller chercher, il y a de la valeur à partager avec les acheteurs et je pense qu'il est important qu'on travaille sur ces sujets-là dans l'année à venir. Et puis la troisième piste d'amélioration qu'on voit, c'est les multi-acheteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acheteurs qui n'ont pas accès à ces PPA parce qu'ils ne consomment pas assez d'énergie, ou les actifs sont un peu trop grands pour eux. Et donc, trouver ou réfléchir à des modèles, en tout cas standardiser des modèles contractuellement pour permettre à des acheteurs plus petits de se grouper et d'acheter un PPA. Donc ça sous-entend de gérer le défaut d'un acheteur potentiel, les garanties qui peuvent se mettre en place, comment on répartit l'énergie entre les acheteurs. Mais voilà, c'est vraiment tous ces modèles-là qu'on a envie d'imaginer pour les nouveaux PPA en 2026. Oui, sur ce sujet, LCL a monté une plateforme pour effectivement réunir des ETI, donc qui consomment des petits volumes, leur recommande d'aller jusqu'à 30% de leur consommation en renouvelable et capable, ou en tout cas structure, y compris des garanties, qui est la première demande qu'ils vont donner pour supporter en fait la qualité de signature. Et donc, c'est des initiatives de ce type-là qui paraissent intéressantes, quitte à structurer aussi. D'ailleurs, la question, c'est est-ce qu'ils ont tous le même fournisseur? Est-ce qu'ils n'ont pas tous le même fournisseur? Donc ça, c'est un volet intéressant. L'autre volet très intéressant, c'est le contrat qui a été signé avec l'agglomération de Nantes, collectivité publique, avec qui on échange beaucoup avec la FNCCR sur le sujet corporate PPA. Mais là, on a plusieurs acheteurs publics qui se sont réunis avec plusieurs technologies, de l'éolien et du solaire. Bon, c'est pas énorme, c'est 13 mégas, je crois, 12 ou 13 mégas, mais c'est une première. C'est intéressant que les collectivités qu'on a aidées à l'époque, on était d'accord pour faire sauter
obligation de renouveler tous les 3 ans leurs fournisseurs. Donc ça, ils ont obtenu de signer des contrats plus longs. Mais il y a un avenir aussi, je pense, avec les collectivités locales à travailler, mais il faut les agréger. Il faut un pilote. Et je vous annonce d'ores et déjà qu'on aura un webinaire sur les CADER, donc les PPA acheteurs publics, avec l'aide de Bracewell et de la FNCCR fin novembre, mais vous le verrez sur la plateforme de France Renouvelable. Il reste 9 minutes, je ne vais pas vous prendre plus de temps parce que je sais que ça continue derrière, après, mais est-ce que vous avez des questions? Si on revient à la toute première question qu'on vous a posée en début de session, sur vos blocages ou sur la présentation qui vient de vous être faite, des remarques, des commentaires, des questions à nous poser, la salle est à vous. Donc n'hésitez pas. C'est toujours la première question qui est la plus difficile. Trop limpide. C'était très clair, c'était parfait. Le fait de fournir le document en physique aide aussi beaucoup. Mais donc, si vous voulez nous partager vos blocages ou les pistes sur lesquelles vous souhaiteriez que, en tant que France Renouvelable, le GT PPA travaille ou vienne vraiment approfondir une des pistes, on est aussi à votre écoute. On se bride. Oui. Peut-être qu'on a chacun une petite phrase de conclusion. C'est parfait. Sur le dernier thème, sur les nouveaux pipiers, le marché est extrêmement dynamique et c'est formidable parce que la créativité des intervenants est formidable et donc on voit arriver plusieurs sortes de structuration, plusieurs types de contrats, plusieurs manières d'intégrer les choses et c'est assez intéressant. Pour répondre à ce que disait Youssef, c'est-à-dire que l'acheteur il est quand même soucieux que ce soit pas trop lourd à opérer son contrat, donc il est très en demande d'une situation, d'un service all-in. Le petit point d'attention que je mets par rapport à ça, c'est quand même que, on l'a dit, on met 12 à 18 mois pour négocier un corporate PPA qui fait 15 ou 20 ans à un tarif donné. La difficulté, c'est l'appontage de ce contrat avec le contrat de fourniture et l'intégration de l'agrégateur. Contrat d'agrégation, contrat de fourniture, en moyenne 2-3 ans. Et donc, dès qu'on est dans des offres un peu structurées, si on est acheteur, on doit quand même être attentif à cette situation parce que le clé en main a tendance à vous lier de manière un peu définitive à votre fournisseur et ou à votre agrégateur. Justement parce que la situation elle est structurée comme ça et du coup vous êtes assez faible dans votre négociation de pricing de ces autres contrats. Donc la petite reco quand même, c'est bien sûr regarder ces offres parce qu'elles simplifient la vie et qu'il y en a qui sont excellentes. Regardez comment vous pouvez sortir, comment vous pouvez récupérer vos datas, comment d'un point de vue technique vous avez accès à vos propres informations, comment vous pouvez transférer ça à un autre fournisseur. Parce que derrière, ça peut du coup vous coûter assez cher. En tout cas, ça porte atteinte, me semble-t-il, à votre liberté contractuelle. Donc, il est important de bien regarder ces clauses dans ces nouveaux formes de PPA qui sont par ailleurs sans doute excellents et qui, je pense, sont amenés à se développer, ce qu'on souhaite. Nicolas, un mot. Ça a été dit à plusieurs reprises dans la table ronde, mais le monde du PPA va très vite. Comme vous le savez, nous les assureurs, on est plutôt des agents inertiels, donc on ne va pas aussi vite que vous, même si on essaie de s'adapter à la matière. Quand vous signez un PPA et que vous voulez qu'on vous sorte une clause qui corresponde à vos besoins, n'hésitez pas à l'expliquer à votre intermédiaire en assurance. Pas à lui dire j'ai signé un PPA multi-consommateur à temps avec une clause de sortie. Je veux dire, aujourd'hui, un assureur, il ne connaît pas tout ce jargon. Et souvent, en fait, on se rend compte qu'en simplifiant un petit peu la façon et votre besoin, vous allez obtenir une réponse satisfaisante plutôt que la noyer dans du jargon. Et moi, je vois trop souvent des gens qui viennent me voir en disant mais je ne comprends pas, mon intermédiaire, il n'a pas compris mon besoin. Mais je lui dis mais comment vous lui avez exprimé ce besoin? Et surtout, vous êtes le nez dans le guidon. L'assureur, lui, aujourd'hui,
aujourd'hui, il doit assurer de l'hydro, de l'éolien, du photovoltaïque. Il a des périls à justifier. Mais si vous lui expliquez pas où est votre nouveau risque, il ne saura pas comment le couvrir. Donc vraiment, il y a de la pédagogie à faire et on est tout à fait prêts, nous les assureurs, que ce soit au niveau de nos syndicats ou des différentes compagnies, à faire un pas vers les assurés, mais essayez de simplifier un petit peu ça et c'est vraiment, vous n'en serez que récompensé dans la durée parce que, sans faire de mauvais jeu de mots, on assure bien que ce qu'on sait décrire. Et aujourd'hui, j'ai trop de gens qui se lancent dans des choses tarabiscotées et qui derrière ne comprennent pas ce que ça a comme risque derrière pour eux. Youssef, Dominique. Peut-être pour le petit mot de la fin, je ressouligne que ce closier n'est pas ce n'est pas une fin, pardon, c'est un début, c'est une première brique. Et c'est un travail de collaboration entre plusieurs acteurs. Et je te remercie, Rachel, d'avoir piloté brillamment ce groupe de travail. Merci surtout au pilote. Parce que... Je pense qu'il ne remplacera jamais une négociation, mais ça lui donne de la clarté, ça lui donne un socle et ça lui donne de la confiance. Et en fait, pour moi, l'objectif, c'est d'avoir des contrats qui s'opèrent et qui s'exécutent pendant 15 ans tout en préservant la relation. Donc on arrive un peu à trouver des modes où on préserve la relation tout en intégrant les changements qui arrivent et qui vont arriver pendant 15 ans. Et dans ce sens-là, je pense que le contrat, en tout cas la maturité du marché ne viendra pas d'un contrat parfait, mais plutôt d'un contrat qui s'adapte. Je pense on a un travail à France Renouvelable qu'on a entamé, c'est aussi comprendre et faire venir à nous des consommateurs. On l'a fait dans le cadre du groupe de travail, on en a parlé un peu plus tôt sur l'électrification des usages, où c'était très intéressant. Les gens qui étaient dans le logement, la mobilité, ce sont des gens qu'il faut acclimater à ces outils. Dans un monde idéal, je vois Madame la Présidente et dans l'auditoire, mais c'est d'avoir un endroit et un lieu d'échange sur des sujets de ce type-là. C'est la conclusion qu'on a eue tout à l'heure sur l'électrification des usages. Si tous les acteurs ne travaillent pas ensemble, ça ne marchera pas. Donc il est impératif qu'on comprenne leurs besoins, qu'on soit capable en one-to-one de négocier, mais aussi en global de diriger vers des nouvelles demandes, de faire de la pédagogie vers les consommateurs et pas que les gros, pas les SNCF, les ADP, les gens très facilement identifiables ou les GAFAM. Mais il y a un vrai travail de notre part de nous rapprocher de nos consommateurs. On a besoin d'eux, de créer du volume. Et le PPA est un outil qu'il faut leur expliquer. Et France Renouvelable sera là pour vous accompagner dans ce travail. Merci à tous, merci à tous les quatre. Je pense que vous méritez des applaudissements.